5 novembre 2021. En manchette, les tests rapides de dépistage font leur entrée dans les écoles. Disparition mystérieuse à Longrive. La bibliothèque de Forestville remporte un prix. Les tests rapides de dépistage de la COVID-19 seront déployés au cours des prochaines semaines dans les écoles primaires du Centre de services scolaires de l'Estuaire, comme partout au Québec. D'ici 1 à 2 semaines, le système d'utilisation de ces tests sera opérationnel. Les tests rapides de dépistage seront un outil supplémentaire. Ils s'ajouteront aux autres mesures de prévention mises en place pour limiter les risques d'éclosion dans les milieux scolaires. Ces tests permettront d'intervenir rapidement si un enfant développe des symptômes à l'école pendant la journée et que, par exemple, il n'est pas possible pour les parents de venir le chercher. Pour qu'un test rapide de dépistage soit utilisé sur un enfant, les parents doivent obligatoirement donner leur accord écrit. Les écoles sont actuellement à l'étape d'informer les parents de ce nouvel outil et de solliciter leur consentement. Le formulaire acheminé aux parents à cette fin prévoit un espace pour consentir ou refuser le test rapide et le parent est invité à compléter le document et le retourner à l'école, que la réponse soit positive ou négative. Le consentement est valide pour toute la durée de l'année scolaire et le parent peut le retirer à tout moment en contactant l'école. Une quinzaine de minutes est nécessaire pour que le test rapide donne un résultat positif ou négatif quant au dépistage de la COVID-19. Si le résultat est positif, l'enfant sera immédiatement placé en isolement et ses parents seront contactés pour venir le récupérer le plus rapidement possible. Ils devront par la suite prendre rendez-vous pour passer un test laboratoire afin de confirmer le diagnostic. Si le résultat est négatif, l'élève pourra demeurer en classe en portant un masque. Ses parents seront également invités à surveiller ses symptômes et à prendre rendez-vous pour un test de laboratoire advenant l'évolution de ceux-ci. Quant aux enfants dont les parents n'ont pas accepté l'utilisation des tests rapides, si l'enfant développe des symptômes au cours de la journée, les parents seront contactés pour venir le récupérer comme c'est le cas actuellement. Ce sont les mêmes symptômes que ceux à surveiller depuis le début de la pandémie qui justifieront le fait d'utiliser un test rapide, mais particulièrement la fièvre. Mais qui sera autorisé à utiliser les tests rapides dans les écoles? Dans chacun des milieux, la collaboration volontaire du personnel a été sollicitée. Le nombre de personnes qui ont accepté diffère d'un milieu à l'autre. Les directions et les personnes volontaires reçoivent une formation et participent à des webinaires afin de bien se préparer. Dans chaque région du Québec, une personne ressource du milieu de la santé est responsable du déploiement des tests rapides et se veut la référence pour les milieux scolaires ayant des questionnements. Il est à noter que pour le moment, ce sont seulement les écoles primaires qui sont visées par les tests rapides de dépistage, notamment parce qu'il s'agit d'une clientèle pour laquelle aucun vaccin n'est encore disponible. Les recherches pour retrouver la dame de Longrive, disparue depuis 6 semaines, ont été mises sur pause selon le conseiller en communication à la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. Isabelle Perron, 66 ans, manque toujours à l'appel, mais l'enquête suit son cours. Les recherches ne reprendront pas tant qu'il n'y aura pas d'éléments nouveaux dans le dossier. Toutefois, le 3 novembre, des policiers de l'identité judiciaire, enquêteurs et agents de la Sûreté du Québec ont fouillé une résidence abandonnée située au 312 rue principale à Longrive, qui se trouve à environ une dizaine de maisons de celles où habitait Mme Perron, selon les informations du journal Haute-Côte-Nord. Rappelons que le 27 octobre, après avoir été avisés de la disparition de Mme Perron, les policiers de la Sûreté du Québec ont entamé des recherches autour de la résidence de la dame située sur la rue principale. Une pelle mécanique a même été demandée le 29 octobre afin de fouiller de fond en comble le terrain arrière et la fosse septique du voisin a également été inspectée. Le petit-fils d'Isabelle Perron, qui demeurait avec sa grand-mère, a été rencontré par les policiers, mais aucun élément ne justifiait son arrestation. Mme Perron n'aurait pas été vue depuis 6 semaines selon l'avis de disparition de la Sûreté du Québec. Elle mesure 5 pieds 3 pouces, a les cheveux courts bruns et arbore un tatouage de papillon au poignet droit et une tête de tigre dans le bas du dos.
Toute personne qui apercevrait la dame est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information permettant de la retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Après plus de 3 ans d'absence, les services de Panda-Manicouagan sont de retour en Haute-Côte-Nord avec l'intervenante Mathilde Paré-Désilet à raison de 8 heures par semaine. L'organisme a pour mission d'aider les personnes touchées par les différents troubles du déficit de l'attention à trouver les bons outils pour les aider à y faire face. Il propose donc 3 services pour les familles de la Haute-Côte-Nord, groupes de soutien, rencontres individuelles ainsi que le prêt de livres et jeux de société. Gratuits pour tous, les services sont accessibles en continu selon les besoins. L'employé qui œuvre également pour Ressources par enfant au Bergeronne peut adapter son horaire de travail selon les demandes de services qu'elle reçoit. Tous les services sont destinés aux proches ou à la famille, à la personne touchée par un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou le syndrome de Gilles de la Tourette. Les groupes de soutien permettent aux personnes touchées de discuter entre eux et de ventiler avec la présence d'une intervenante. Quant aux rencontres individuelles, elles sont une façon d'être écoutées, entendues et soutenues. Éducatrice spécialisée, Mathilde Paré-Désilet a travaillé plusieurs années au sein de Panda Estrie, étant originaire de Sherbrooke. Elle connaît bien les troubles du déficit de l'attention puisqu'elle en est elle-même atteinte. Les prochaines rencontres des groupes de soutien auront lieu les 9 novembre et 7 décembre à Forestville, dans les locaux du Centre d'action bénévole Le Nordais, ainsi que le 23 novembre au Bergeronne au bureau de ressources par enfant. Pour plus d'informations, il est possible de consulter le site web pandamanicouagan.com ou de joindre l'intervenante au 418-233-3320, poste 2. La SADC, la MRC de la Haute-Côte-Nord et la Société de développement de Sacré-Cœur, qui forment le comité responsable de la campagne d'achat local en Haute-Côte-Nord, ont dévoilé une nouvelle image de marque pour la campagne grâce au concours La chasse au coup de cœur. Ce concours est l'occasion pour les Hauts-Nord-Côtiers de partager leurs commerçants chouchous et de courir la chance de gagner un des 2 paniers cadeaux d'une valeur de 500 $, dont 350 $ de produits locaux et 150 $ de bons d'achat local échangeables chez les marchands participants listés à l'arrière du bon. Pour le comité promoteur de la campagne d'achat local, il est important de montrer son appartenance et de soutenir nos voisins en étant solidaires des entreprises d'ici qui sont au cœur de la Haute-Côte-Nord. L'achat local, c'est bon pour tous, milieu de vie dynamique, expérience client remarquable, proximité avec le commerçant, essor économique, création d'emplois et empreinte environnementale réduite. Agissons pour la progression et l'avenir de notre région, précise le comité organisateur. Pour participer, durant la période du tirage du jeudi 21 octobre jusqu'à 23h59 le dimanche 7 novembre, le participant doit répondre à l'entièreté des questions du bulletin de sondage publié sur Facebook sur la page de l'achat local C'est dans le sac. Le tirage sera effectué le 8 novembre. Ce concours s'adresse aux habitants de la Haute-Côte-Nord âgés de 18 ans et plus. C'est comme si la chanteuse country Guylaine Tanguay invitait les gens chez soi quand elle présente son spectacle À 2 mètres du bonheur, créé en pleine pandémie. Une rencontre intime et vivante attend les spectateurs de Forestville le 23 novembre au Pavillon des Arts. Seule sur scène avec son guitariste et complice Sébastien Dufour, l'artiste avait envie depuis longtemps de mettre sur pied un spectacle où elle dévoile son histoire musicale de façon plus intime. Elle propose sa musique, son histoire, dans le plaisir et le divertissement. Tel qu'on pourrait le penser, le titre du spectacle est en lien avec les fameux 2 mètres imposés par la santé publique pour éradiquer le coronavirus. Les 2 mètres étant devenus stressants et négatifs, la chanteuse souhaite leur donner un côté positif et intime. Guylaine Tanguay n'en est pas à ses balbutiements sur la Côte-Nord. Elle-même originaire d'un petit village, Girardville au Lac-Saint-Jean, elle apprécie tout le temps passé avec le public des régions. Les spectateurs ne doivent donc pas s'attendre à entendre toutes les chansons du dernier album de Guylaine Tanguay sorti en 2020,
L'artiste se promènera plutôt à travers les décennies, partant de son enfance alors qu'elle a commencé à chanter à 9 ans, toujours avec une touche country. Elle passera naturellement par tous ses plus grands succès et d'autres pièces importantes dans sa vie. Comme bien d'autres artistes du Québec et du monde entier, la chanteuse country s'est éloignée de la scène plusieurs mois en raison de la pandémie. Elle est toutefois demeurée active et s'est adaptée en offrant des représentations virtuelles. Mais il n'y a rien qui peut remplacer un spectacle avec de vraies personnes et de vrais visages, selon elle. Guylaine Tanguay prépare des surprises à ses admirateurs pour l'an prochain. Un nouveau projet d'album est sur la table et celui-ci sera relié à une nouvelle tournée plus normale et stable. Au niveau culturel, le réseau Biblio de la Côte-Nord a dévoilé le 16 octobre le nom des lauréates de la 2e édition des prix Reconnaissance des bibliothèques. 2 bibliothèques de la Haute-Côte-Nord, dont celle de Forestville, ont remporté le titre dans 2 catégories sur 4. Les 4 récipiendaires ont été connus à la suite de l'Assemblée générale annuelle du CRSBP de la Côte-Nord. Les 30 bibliothèques des municipalités affiliées au réseau Biblio de la Côte-Nord étaient éligibles à recevoir un prix reconnaissance dans l'une des 3 catégories suivantes: accueil, animation et innovation. De plus, une nouvelle catégorie, soit implication, s'est ajoutée cette année et visait à souligner le travail exceptionnel d'une personne œuvrant bénévolement dans une des bibliothèques du territoire. Le jury a sélectionné 3 finalistes par catégorie, 9 bibliothèques et 3 bénévoles. Dans la catégorie accueil, c'est la bibliothèque municipale de Sacré-Cœur qui s'est démarquée par la disponibilité et la réactivité de son personnel, ne pouvant ouvrir ses portes à la population. Un service personnalisé de livraison et de cueillette de livres à domicile a été mis en place. Dans la catégorie animation, c'est la bibliothèque Camille Bouchard de Forestville qui a remporté le titre, grâce à son dynamisme et sa créativité en proposant une panoplie d'activités à ses usagers, telles que des heures de compte en ligne, des concours, un rallye et des visites de ses installations. Dans la catégorie Innovation, la bibliothèque Amaury Tremblay de Ragnaud a démontré beaucoup d'ingéniosité grâce à ses bénévoles. Bien que celle-ci fût fermée en raison des travaux majeurs et de la pandémie, une mini-bibliothèque a été installée hors des murs et le service de demande spéciale a été maintenu. Dans la catégorie Implication, Joël Vincent Cyr du Centre de service scolaire du Littoral est le lauréat. Son engagement exceptionnel envers les bibliothèques de la Basse-Côte-Nord reflète la vision d'un homme passionné, rassembleur, qui a su encourager la lecture sous toutes ses formes. Dans le monde du sport, Audrey-Anne Foster de Forestville et 4 autres représentantes de patinage Bécomo prendront part au championnat de section A 2022 de Patinage Québec, à partir desquels sera formée l'équipe du Québec pour les prochains championnats canadiens. La compétition se tiendra à Sainte-Marie-de-Beauce du 5 au 7 novembre. Les heureux élus du club local sont par ordre alphabétique Alicia Clavette, qui prendra part à l'épreuve chez les pré-novices, Marie-Lie Fortin Junior, Audrey-Anne Foster Junior, ainsi qu'Evelyne et Rose Savard, toutes 2 chez les novices. Audrey-Anne Foster est déjà qualifiée pour les championnats canadiens en raison de sa participation au Grand Prix de patinage en Slovénie en septembre, mais il s'agit tout de même d'une sortie importante pour sa préparation, selon l'entraîneur-chef du club, Karine Sauvageau. Pour ce qui est des autres patineuses, Mme Sauvageau indique qu'il s'agit pour elle aussi d'une étape importante dans une optique de développement. Reste maintenant à voir si l'une de ces 4 jeunes pourra se dénicher une place sur Équipe Québec, formée par les 8 premières de chaque catégorie au championnat de section. Les filles, gars et couples qui seront sélectionnés sur l'équipe québécoise pourront patiner au défi de Patinage Canada 2022 du 1er au 5 décembre à Regina. Le mois suivant, soit du 6 au 13 janvier, ce sera au tour de la présentation des championnats nationaux de patinage canadien de tailleur qui se tiendront à Ottawa.
À la météo, ce vendredi 5 novembre, une alternance de soleil et de nuages était au rendez-vous et le thermomètre a atteint les 3 degrés. Pour demain, le ciel sera plutôt nuageux, mais la température grimpera à 7 degrés. Dimanche, le soleil se repointera, toujours en alternance avec des nuages. Un maximum de plus 5 degrés est attendu. N'oubliez pas de reculer l'heure dans la nuit du 6 au 7 novembre. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.